On va continuer ce tour de table pour avoir votre sentiment global sur cette conférence de presse, mais juste avant, on accueille un opposant, Éric Coquerel, député insoumis de la Seine-Saint-Denis, la France insoumise qui a été plusieurs fois ciblée par le président de la République. Je reprends les mots, antisémitisme, antiparlementarisme. À la fin, Léon Blum se retourne dans sa tombe en faisant référence au nom de cette alliance à venir, Front Populaire. Clairement, Éric Coquerel, vous avez été ciblé par le président de la République pendant cette 1h30 de conférence de presse. C'est intéressant pour quelqu'un qui a accepté que la préférence nationale soit dans une de ses lois d'invoquer Léon Blum. Bon. C'est aussi intéressant de voir qu'en réalité... Il y a d'autres paradoxes sur Léon Blum et sur le fait que vous utilisiez la référence au Front Populaire. Ce n'est pas tout à fait le débat, mais je vous laisse continuer. On pourra l'assumer si vous voulez. Alors donc, vous avez été ciblé. Donc, je vais continuer ici de faire une phrase entière. Merci. Allez-y. Donc, il en est une autre quand même de vérifier qu'en réalité, il fait à peu près la même chose qu'il a fait depuis 2 ans. On est dans un pays aujourd'hui où, pour la première fois de notre histoire, l'extrême droite est peut-être en passe de l'emporter par les urnes. La seule fois où l'extrême droite l'a emporté jusqu'à maintenant, c'est Vichy. D'accord ? Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? Il fait en sorte de cibler de manière égale cette menace d'extrême droite, raciste, autoritaire, nationaliste, avec une opposition de gauche qui, quoi qu'il en dise, a toujours été du côté de la démocratie, de l'antiracisme. Donc, en faisant ça, ce qu'ils ont fait pendant 2 ans, ils banalisent le danger de l'extrême droite et ils continuent à le faire. Vous savez, moi, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Attendez, Éric Coquerel, il dit aussi, le président de la République, vont se mettre ensemble pour les législatives des partis politiques qui, pendant les européennes, ont passé la campagne à se taper dessus et qui ne partagent pas des choses élémentaires. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais continuer. Pendant 2 ans, Emmanuel Macron a cassé la promesse républicaine, a cassé la devise républicaine, d'accord ? Sur les libertés, en prenant et en imposant des lois toujours plus liberticides, y compris en s'attaquant à l'état de droit. Sur l'égalité, en faisant en sorte qu'on tape sans arrêt le monde du travail, et ils viennent le confirmer avec la réforme du chômage, dont je vous remarque qu'ils ont dissous, mais ils se sont arrangés pour la passer par décret, y compris en attaquant par exemple les saisonniers, ce qui va créer des travailleurs pauvres, les retraites, tout en favorisant les revenus du capital, comme jamais on l'a fait dans ce pays, ce qui fait que la question de l'égalité, qui fait partie, on va dire, de notre ADN, est en train totalement d'exploser tellement la disparité des richesses se fait. Et enfin, la fraternité, parce qu'effectivement, à force de vouloir, j'allais dire, emprunter au Front National et au Rassemblement National plutôt une partie de son programme, il a juste, et il continue à le faire en tapant l'immigration illégale, etc., il a juste proposé des lois, encore une fois, qui recyclent une partie du programme du Rassemblement National. Et il nous fait des leçons de République. C'est quand même extraordinaire. Il termine sur une chose, je l'ai entendu, il parle de majorité. Il est toujours pas redescendu. Le problème de Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il dissout, c'est qu'il n'a pas de majorité. Il n'en a pas eu pendant 2 ans. Et d'ailleurs, il est dans le déni ? Clairement. Il a pas. Où est sa majorité ? Aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'Emmanuel Macron prépare un 2e tour de présidentielle où ceux qu'il a nommés comme ses adversaires, parce qu'en comptant sur le fait qu'il va toujours appeler à la démocratie pour les battre, il serait seul face à eux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation par cette dissolution où le bloc central, celui d'Emmanuel Macron, celui du néolibéralisme, est incapable d'empêcher de l'extrême droite, je vais terminer là-dessus, de venir au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque, il essaye de diviser les seuls qui aujourd'hui peuvent peut-être garantir au pays que le pays ne passe pas à l'extrême droite, c'est-à-dire le nouveau Front Populaire, dont j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Donc je trouve que cette conférence de presse, elle est juste lunaire. Voilà. Il a perdu. À cause de lui, le Rassemblement National, l'extrême droite, s'est renforcé dans ce pays, à force d'avoir banalisé son programme. Et en plus, il se permet de donner des leçons à son opposition de gauche. Je trouve ça sidérant. Je termine juste une chose. Rapidement, parce qu'on... Oui, mais je vais terminer juste une chose. Nous accuser d'antiparlementarisme. Lui, qui est le président de la République, qui à aucun moment n'a tenu compte qu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée, qui a passé en force par le 49.3 tous ses budgets d'austérité, la réforme des retraites, la réforme de l'immigration, etc., je trouve que comme manière de délégitimer l'Assemblée nationale, excusez-moi, on n'a pas fait plus fort dans la Ve République. Éric Coquerel, je le disais il y a un instant, on le disait, vous avez donc été ciblé par le président de la République qui visiblement suit très attentivement les négociations entre les forces de gauche dans le cadre de ce Front Populaire, puisqu'à plusieurs reprises, il a évoqué le nombre de circonscriptions qui, selon lui, pourraient échoir à la France Insoumise 300. D'ailleurs, il se trompe, puisque selon les toutes dernières informations du service politique, on est plutôt autour de 230 circonscriptions pour la France Insoumise et 170 pour le Parti Socialiste. C'est les informations qui nous ont été données. Vous les avez aussi ou... Non, vous avez des informations... On est plus informé qu'Éric Coquerel, c'est vraiment très neuf.
Ça va être une stratégie. Ne croyez pas les informations de ce genre-là. Non, vous avez raison. Si, moi, elles sont bonnes, elles sont données par Anthony Lebos du service politique. Oh. Ça va être une stratégie comme ça de diaboliser vos contradictions, le fait que la France insoumise, malgré tout, si cette répartition est validée, obtient le plus grand nombre de circonscriptions et veut donc dire que la France insoumise est la force motrice de ce Front populaire. C'est pas ça qu'il recherche, c'est pas ça son problème, tout comme Laurent Geoffrin qui faisait le service après-vente de Macron tout à l'heure. Oui, il est plus là, donc bon. Oui, mais je l'ai entendu. Oui, il est plus là. Un débat avec. Il s'en va, donc s'il était là. Mais je trouve ça intéressant parce que des personnes comme Laurent Geoffrin, qui en gros était, pour aller vite, le soutien de la gauche d'avant, celle de M. Hollande, qui à force de s'adapter au système, ont laissé au Rassemblement national l'apanage de paraître la force anti-système et qui nous ont donné Emmanuel Macron, et qui sont nostalgiques de ce temps-là. Bien. Il y a depuis 2022, il y a eu le retour d'une gauche qui, si on regarde le programme de la NUPES, vous savez, il est moins à gauche que le programme du programme commun en 1980. Donc c'est une gauche qui est sur ses bases de partage des richesses, de services publics, d'intérêt général, etc., etc. Bien. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Sa question, c'est pas de savoir si France Insoumise, parce que moi j'ai pas les mêmes infos que vous, mais qu'importe, France Insoumise serait prédominant ou pas dans cette alliance. Son souhait aujourd'hui, c'est que cette alliance ne se fasse pas. C'est qu'elle ne puisse pas aller jusqu'au bout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour reprendre une phrase à peu près célèbre dans les années 30, il préfère prendre le risque d'Hitler que le Front populaire. C'est ça la réalité. Et il a fait ses calculs. Aujourd'hui, il sait très bien, il peut toujours appeler aux sociodémocrates. Faure lui a répondu l'autre jour, en tout cas à ses journées, sur l'idée de la proposition d'élargir une majorité présidentielle. Je vous confirme, Éric Coquerel, donc il sait très bien que c'est pas possible. Pour ceux qui nous regardent sur la répartition des sièges, le Parti socialiste confirme donc que la France insoumise aura 229 candidatures, le PS 175. D'accord. Et donc ça fait 229 sièges, 229 candidatures. C'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit d'accord. Répartition. Donc je vous dis, mais non. Je vous dis simplement que vous êtes en train de me parler de négociations en cours. Je ne sais pas d'où viennent vos informations. Et en tout cas, comme si les sièges, comme si les candidatures dans toutes les circonscriptions de France, moi j'aimerais bien que toutes les candidatures que vous notez deviennent des sièges de députés. Mais vous savez très bien, vous ne savez même pas quelles sont la qualité de tel ou tel siège. Bon, donc mettons ça de côté. Je vous dis que sa grande inquiétude, c'est le fait qu'on y parvienne. Bon. Et pourquoi le fait qu'on y parvienne, c'est qu'il sait très bien qu'il ne va pas reconstituer le bloc central qu'il n'est jamais arrivé à faire d'ici le 30. Par contre, l'addition de la gauche, c'est la seule force qui est capable d'empêcher le Rassemblement national de prendre le pouvoir, d'accord ? Et qui a la plus grosse réserve de voix si on compare au présidentiel. Donc son objectif, dans les 2 jours qui vont venir, ou des gens comme on a entendu tout à l'heure, c'est de faire en sorte que ça ne marche pas. Et donc d'exacerber les différences. Moi, je vais vous dire une chose. Si je prends les 3 exemples que Laurent Geoffrin donnait tout à l'heure, la question du Proche-Orient, je vais vous dire, il y a une gauche qui peut se rassembler sur un programme de gouvernement qui décide de s'opposer au cessez-le-feu, une reconnaissance unilatérale de l'État de Palestine et en même demande de la libération des otages et en même temps des sanctions sur la vente d'armes à Israël. Je peux vous dire à l'avance, on est capable de faire ça. Sur la question de l'Ukraine, qu'il faut évidemment toujours soutenir l'Ukraine, mais que l'envoi de troupes en Ukraine, qui nous ferait, nous, des belligérants, est une ligne que peut-être que M. Glucksmann partage, mais qui n'est vraiment pas le centre de gravité de l'opposition. Et troisièmement, sur la question économique, alors je ne sais pas d'où il sort ça, parce que en tant que président de la Commission des Finances, j'ai eu le loisir de voir que toutes les forces de la NUPES disaient à peu près la même chose depuis 2 ans sur la question économique et du budget. Donc je vous réponds, je pense qu'il y a un programme qui est possible, et ça les effraie beaucoup, parce que ça laisserait possible le fait que nous gouvernions le pays, le nouveau Front populaire, d'ici 2 ans, et ils préfèrent voir l'extrême droite et cohabiter avec l'extrême droite, et je trouve ça extrêmement grave.